Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une journaliste, reporter de guerre depuis 30 ans, ayant sillonné le monde, notamment les contrées vers l'Est, l'Afghanistan, l'Irak, et plus proche de nous, l'Ukraine et la Russie. C'est une polyglotte, surtout russophone, prix Albert Londres, spécialiste, je le disais, de la Russie et de l'Ukraine. Vous l'avez sans doute reconnu. Vous vous souvenez, prix Albert Londres, chienne de guerre. Anne Niva, et oui, vous l'avez reconnu. Bonjour Anne Niva. Bonjour Marie. Ravie de vous accueillir. C'est moi qui suis très contente d'être là. Dans Lumière intérieure, pour la première plaisir. fois. Pour la première fois, oui. Sur KTO. On va commencer par braquer la lumière plutôt extérieure sur ce livre, votre dernier livre. Il y a plusieurs ouvrages à votre actif, mais c'est le dernier. La haine et le déni, qui revient évidemment, je le disais, sur ce conflit russo-ukrainien. C'est plutôt après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ça. Le 24 février 2022, il y a plus de 2 ans maintenant. La haine et le déni aux éditions Flammarion, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Ce sont des témoignages au plus près du terrain, au plus près des gens que vous avez rencontrés depuis 2 ans, avec de nombreux voyages. Vous allez nous raconter d'ailleurs le nombre de ces voyages que vous avez effectués depuis 2 ans et que vous nous partagez. Alors cette haine et ce déni, je crois que le titre a été difficile à trouver. C'est ce que j'ai entendu dans une précédente interview. Mais je suis très fière du résultat. Oui. Mais ça n'a pas été difficile de trouver un titre qui soit dans la durée et qui ne soit pas justement un titre d'un livre, disons, jetable, qui collerait complètement à l'actualité. La haine et le déni sont 2 sentiments si humains. Et on va parler de ça, l'humanité. Absolument. Alors justement, cette haine et ce déni, c'est intéressant puisque on voit le prisme de cette guerre à travers justement le regard des Ukrainiens, que vous avez vu chez eux, et celui des Russes. Alors c'est vrai qu'en lisant votre ouvrage, je me disais, la haine serait quand même plutôt du côté ukrainien et le déni plutôt du côté des Russes. C'est un petit peu binaire. Évidemment, c'est pas celle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse à votre analyse et je ne vous donnerai pas la mienne, parce que le but d'un titre, ça n'est pas de l'expliquer. Le but d'un titre, c'est justement d'englober la totalité de ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Et ce livre est un livre de témoignages, mais pas tout à fait. C'est plutôt du pur reportage. Le reportage, moi, je le pratique tout à fait classiquement. C'est-à-dire, j'ai rien inventé, il suffit simplement d'aller sur place. Et quand on est sur place, de se couler dans la vie des uns et des autres, d'essayer de la comprendre, de la percevoir, d'avoir l'ouverture la plus grande possible pour pouvoir entendre tout ce qu'on vous dit, avec respect, sans haine, sans déni de ma part, pour pouvoir tout retranscrire, tout partager justement à celles et ceux qui vont lire mon livre. Et puis il y a un effort d'écriture aussi, il y a de la narration, il y a du récit. C'est un livre dont beaucoup de lectrices et de lecteurs m'ont dit qu'il se lisait comme un thriller, ça me fait très plaisir ça, c'est-à-dire qu'on le commence et qu'on ne peut plus l'arrêter. Pourquoi ? Ce n'est pas un roman ce livre, j'ai rien inventé. C'est de la réalité. Mais la réalité, parfois ça peut faire peur. Même souvent, ça fait peur, cette guerre, elle fait peur à beaucoup de monde. Mais là, moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je fais du reportage, c'est que le reportage aide à insister justement sur l'humain. On n'est plus dans les analyses très sèches, les commentateurs qui sont très loin de tout, qui n'ont jamais été sur le terrain. On n'est pas dans les statistiques des morts, des blessés, puisque de toute façon, on est dans une guerre et chacun des belligérants cache ces chiffres. On est dans l'humain. Et l'humain, ça change tout. L'humain, c'est beaucoup plus direct. L'humain, c'est paradoxal. Et finalement, j'ai l'impression, Marie, voyez-vous, que j'écris tout le temps le même livre, quel que soit le conflit. Avec mon premier livre, Chienne de guerre, qui était sur la guerre en Tchétchénie, ou les guerres en Irak, en Afghanistan, que j'ai couvertes, ce sont toujours des guerres dans lesquelles je m'attarde sur les paradoxes de l'humain et sur ce que l'humain ressent finalement dans la guerre. Et ce n'est pas forcément, une fois de plus, je répète, des analyses politiques ou géopolitiques. Ça, je le laisse à d'autres, et puis c'est tellement fait, ça. J'ai vraiment envie, quand je partage ça avec mes lectrices, mes lecteurs, qu'ils n'iront jamais là où je vais, mais que grâce à mon récit, ils aient l'impression, en me lisant, d'y être allés, d'y aller sur mon épaule, un petit peu. Vous explorez l'humain, comme vous dites, et la souffrance. Oui. L'humain, c'est la souffrance. Bien sûr. La Mais haine, pas le que la déni. souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Mais il y a aussi beaucoup de joie,
beaucoup de fraternité dans tous les terrains de guerre où je vais. Et j'utilise le mot fraternité à dessein, qui est un mot que nous ne disons plus du tout dans la vie courante en France. On tombe à point nommé avec ces deux peuples frères. Oui, mais la fraternité, c'est la fraternité dans la guerre. Parce que la fraternité, je l'ai ressentie en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, dans toutes les guerres où j'ai été. Il y a davantage de fraternité, disons, visible, peut-être qu'ailleurs, mais c'est sans doute dû à la présence de la guerre. Parce que la guerre, en fait, elle modifie tous les rapports humains. La guerre, c'est... Je sais que c'est difficile à s'imaginer ce qu'est la guerre pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu, et tant mieux s'ils ne l'ont pas vécu. Mais moi, il se trouve que je n'ai pratiquement informé que là-dessus. Donc, la guerre, ça pue, la guerre, ça fait mal, la guerre, c'est l'horreur. La guerre, c'est des souffrances, mais c'est aussi justement ces petites joies entre êtres humains qui font que nulle part, par exemple, depuis que je fais ce métier, nulle part je n'ai été... nulle part on m'a empêché d'arriver quelque part, si vous voulez. À chaque fois, au crépuscule, quand j'arrive quelque part, quel que soit mon terrain de guerre, quel que soit le village où j'arrive, on m'ouvre sa porte et on me donne le gîte et le couvert. Et ça, c'est terrible à dire, mais c'est grâce à la guerre. Cette fraternité que vous découvrez, que vous nous racontez très bien, ce sont des petites lumières, justement, que vous allez chercher chez l'autre, grâce à la guerre. Oui. Est-ce que la paix, c'est le revers de la médaille de la guerre? On dit... Écoutez, la paix, c'est formidable. La paix, c'est un rêve. On a sans doute oublié, nous, les pays qui vivons en paix, à en jouir. Comment en jouir, justement, pleinement et paisiblement. La paix est une chance. La paix est presque, j'allais dire, une exception. La guerre, dans le monde dans lequel nous vivons depuis la nuit de temps, c'est la norme. Et nous réussissons à vivre dans un monde en paix, dans cette Europe. Donc nous avons beaucoup de chance. Moi, je viens de cette Europe qui vit en paix. Je n'ai jamais vécu la guerre dans mon pays. J'ai cette chance. Mais toute ma vie professionnelle, je la passe en allant ailleurs, en me rendant justement dans ces ailleurs qui vivent en guerre. Mais je n'ai pas fait exprès au départ. J'ai commencé par une guerre, la guerre en Tchétchénie, et puis finalement j'ai suivi par d'autres guerres. Parce que je me sais capable d'y aller, et parce que j'ai envie de raconter justement la vie dans la guerre. La vie dans la guerre, quel que soit le côté où l'on est. Là, en Ukraine et en Russie, évidemment, c'est l'Ukraine qui a été envahie. Donc c'est en Ukraine qu'on ressent le plus la guerre, bien évidemment. Mais côté russe, qui est un côté où, dans cette guerre, qu'on connaît moins, parce qu'il est plus difficile de se rendre en Russie, et parce que la Russie est le pays qui a envahi l'autre. Et la Russie est un pays gigantesque, hein, il reste, malgré la dislocation de l'URSS, le plus grand pays au monde. Donc il y a très peu d'endroits de Russie où on ressent véritablement la guerre. Il n'y a pratiquement qu'une ville qui s'appelle Belgorod, qui est à la frontière entre la Russie, la partie la plus occidentale, et l'Ukraine, là, très proche d'une ville ukrainienne qui s'appelle Kharkiv. Là se trouve la ville de Belgorod, où j'y suis allée récemment. Elle n'est pas dans le livre, j'y suis allée récemment. C'est vrai qu'il y a une carte au début. Mais, oui, il y a une carte, ça me semble important de mettre une carte. Mais c'était juste pour vous dire que quand on est à Belgorod, on ressent aussi la guerre et tout ce qui est afférent à la guerre de la même façon que quand on est en Ukraine. Et ça, je l'ai ressenti en Irak, en Afghanistan, partout ailleurs. C'est-à-dire quand on vit, quand le quotidien, c'est survivre à une guerre, eh bien, c'est une vie complètement différente. Il y a plus de chichi. Il y a plus de... On va droit à l'essentiel. Et justement, il y a du danger, il y a de la solidarité, tout le monde est plus direct. Les relations humaines ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et vous l'avez ressenti des deux côtés de la frontière, mais quand même différemment. C'est pour ça que je disais la haine et le déni
c'est vrai que je l'ai clairement plus ressenti, donc la haine du côté ukrainien et le déni côté russe, parce que vous le dites très justement, et vous le décrivez très bien. Moscou est une capitale très cosmopolite aujourd'hui, très occidentale, très moderne, très préservée. Tout à fait. D'où ce déni. Préservée de cette guerre. Voilà, préservée de cette guerre, et ce qui fait penser à ce déni aussi, et un déni un peu imposé, forcé par un régime aussi, qui fait qu'on peut pas peut-être tout à fait. pas tout Moi, dire. je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est le régime et la propagande du régime qui est capable de tout créer. Pour qu'un régime subsiste et qu'il reste populaire, entre guillemets, c'est-à-dire toujours soutenu par une majorité de la population, c'est en cela que j'entends l'adjectif populaire, eh bien, il faut que justement cette population soit complice. Adhère. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'elle n'adhère pas de façon forcée. Il ne faut pas croire que tout cela est forcé. C'est-à-dire que justement, Vladimir Poutine, le président russe, a su trouver, depuis plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, les mots, les notions qui font que son peuple se reconnaît dans ce qu'il dit, dans cette propagande, dans la doxa du Kremlin, et dans ce qui fait que le peuple russe, aujourd'hui, le soutient encore, je dirais, dans sa majorité, parce qu'il y a évidemment des Russes qui ne soutiennent pas Vladimir Poutine, qui sont anti-guerre, qui sont anti-Poutine, il y en a. Pas très nombreux et pas très audibles. Ils sont en minorité, mais moi j'ai été les chercher, ils sont dans ce livre. C'est vrai. Ils sont dans ce livre, il faut aller leur parler. Ce sont essentiellement des plus jeunes. Clairement, des plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, 23 ans, 24 ans, qui n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Eh bien, ces jeunes Russes, ils ont finalement, selon moi, mais je ne suis pas la seule à le dire, plus en commun avec des jeunes Français, Italiens, Américains, de leur âge. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'horizontalité due à la globalisation du monde et due aux médias sociaux, qu'avec des Russes plus âgés qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes références historiques. Enfin, les jeunes Russes ont les mêmes références historiques que leurs parents, bien sûr, mais ils ne les ont pas, ils n'ont pas vécu la même histoire. Donc, leur présent aujourd'hui, c'est un présent beaucoup plus globalisé que celui de leurs parents. Et proche aussi de la jeunesse ukrainienne du même âge ? Bien sûr, absolument. Parce que ces jeunes... Sauf qu'entre deux, il y a une guerre. Et quand il y a la guerre... Il y a un fossé quand même qui les éloigne de plus en plus. Mais absolument, ça c'est ces frères inévitable. Qui étaient quand même il y a une détestation. Slave, il y a une détestation mais qui est bien de plus évidemment. En plus profonde. La fin de votre livre n'est pas des plus optimistes sur cette haine qui englobe également les Russes. C'est écrit dans les dernières pages. Quel est votre sentiment ? Elle pose des questions, surtout la fin de mon livre. Elle pose des questions sur la paix, sur la difficulté de la paix, sur la question quasi philosophique existe-t-il aujourd'hui qu'est-ce qu'une paix juste ? Et sommes-nous capables, nous, êtres humains du XXIe siècle, de la créer, d'y aboutir ? Entre les Russes et les Ukrainiens, aujourd'hui, on n'y est pas. C'est ça. On en est vraiment loin. Mais écoutez, c'était le cas quand même de toutes les guerres avant qu'elles n'aboutissent à des compromis. Soit à des compromis, soit à des victoires militaires écrasantes. Pour le moment, dans ce conflit, il n'y a ni l'un ni l'autre. Et est-ce que ces deux peuples aujourd'hui qui semblent effectivement irréconciliables, quel est votre... Je sais que vous n'avez pas envie d'analyser, vous ne le faites pas du tout là, mais quand même, vous qui connaissez très très bien ces peuples, comment voyez-vous quand même l'avenir ? Une réconciliation à terme ? La paix arrive toujours après la guerre ? La paix arrive toujours après la guerre, mais c'est une question de durée, bien évidemment. Pensons à l'Allemagne et la France, pensons à la capacité du peuple allemand à... réfléchir à son passé, à revenir sur son passé. Il n'y a pas une telle proximité entre la France et l'Allemagne qu'il y a là entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens ne sont pas proches du tout. Ne sont pas proches du tout, malgré les racines slaves. Les racines slaves. Il y a 3 peuples slaves, il y a également les Biélorusses. Tout cela est compliqué, je ne vais pas l'analyser en quelques minutes ici, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Mais pour moi, tout remonte... En tout cas, il y a une date extrêmement importante qui est celle de la dislocation de l'URSS en 1991.
si vous voulez, avant 1991, quand c'était l'Empire soviétique qui a duré plus de 7 décennies, il y avait une moins grande importance du peuple slave dans l'URSS. Depuis la dislocation, en proportion, cette importance est plus importante. Et c'est justement là que commencent les problèmes. Parce que certes, elle est plus importante numériquement, mais en même temps, l'Empire est disloqué. L'Ukraine est indépendante depuis 1991, ce que n'est pas la Biélorussie. Donc ça pose beaucoup de problèmes, notamment aux Russes, bien évidemment. Le grand regret de Vladimir Poutine, effectivement, cette dislocation de l'URSS. Ah oui, tout à fait. Un des grands regrets. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. On va braquer désormais la lumière intérieure sur votre intériorité davantage. Entendu ? Je vous propose 4 mots, à vous de nous les commenter. Avec plaisir. À tout de suite. Anne Niva. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Bon, moi aussi. Alors, comme je vous proposais, je vais vous présenter 4 mots, les uns après les autres. Voici le premier. À vous de les commenter et on va rebondir dessus. Le premier mot, c'est le mot risque. Risque. Vous, la reporter de guerre, qui a choisi effectivement les fronts hostiles plutôt que les fronts heureux. Non, pour moi, le risque fait partie inhérente de la vie et le risque ne me fait pas peur. Voilà, c'est ça la notion principale. Il y a des gens que le risque stoppe dans leur élan et moi, ça ne me stoppe pas. Et je dois dire que ce qui est même important pour moi, c'est justement l'élan. Mais tous les risques que je prends sont des risques mesurés. Tous ceux qui me connaissent vous le diront. Tous ceux qui m'ont côtoyé dans cette vie professionnelle. Parce que si mes risques n'étaient pas mesurés, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais le risque existe, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Mais de savoir que le risque zéro n'existe pas ne m'arrête pas. Et ce goût du risque, est-ce qu'il vous stimule justement ? Oui, bien sûr. Comme je disais, le risque, c'est l'élan, tout à fait, il me stimule. Moi, ce que je n'aime pas, c'est j'allais dire le surplace, le fait de ne pas bouger. Voilà, le risque, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le risque. Aller de l'avant, au sens propre comme au sens figuré. Donc sur le terrain, aller de l'avant, passer d'un point A à un point B. Même si j'ai toujours dit à mes rédacteurs en chef que si j'arrivais pas à avancer, je reculerais. Mais figurez-vous, Marie, que ça ne s'est jamais produit. Voilà. Vous avez toujours continué à avancer. Exactement. Risquer, c'est aussi jouer avec la peur. Vous avez souvent eu peur ? La peur, oui, bien sûr que j'ai eu peur. Qui n'aurait pas peur quand il se retrouve sous un bombardement j'ai le souvenir d'un bombardement en Tchétchénie, donc c'était un bombardement russe. Où j'arrivais même pas à ravaler ma salive tellement j'avais peur, parce que c'était un bombardement fourni d'hélicoptères pendant plusieurs heures, et j'avais la quasi-certitude de ma propre fin. Donc là, je défie quiconque de dire qu'il n'a pas peur. Et j'avais peur, mais c'était trop tard, finalement. À quoi ça sert d'avoir peur ? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que rester là où j'étais, prier. Je ne suis pas catholique, je suis protestante, je tiens à le souligner. Et j'ai prié sous les bombes à ce moment-là. Espérer que le bombardement s'arrête. Et effectivement, bien sûr, il s'est arrêté. Ce bombardement-là en particulier, oui, il m'a marqué, il s'est arrêté. Moi, j'étais vivante, mais d'autres personnes dans le village où j'étais sont morts pendant ce bombardement. Donc, c'était ça la réalité de ce moment-là. Mais effectivement, le métier que j'ai choisi est un métier constamment face à la réalité. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment confronter la réalité. Ne pas être dans
dans le déni, ne pas être dans l'aveuglement, ne pas être dans le manque de discernement. Ça, ce sont vraiment des traits de caractère qui ne me plaisent pas. J'aime la clarté, j'aime la capacité à être clairvoyant, à être lucide, voilà, la lucidité. Et être lucide aussi dans les risques que je prends, bien sûr. Lucide et en même temps un peu mystique, croyante, vous le disiez. Vous êtes protestante non, et vous je priez. ne suis pas. Vous non, avez dit je non suis protestante, oui, ça j'y tiens, c'est mon identité. Mes parents sont protestants, j'ai été élevée comme protestante, mais je ne suis pas pratiquante du tout. Mais sous les bombes, à ce moment-là, j'ai prié, oui, tout à fait. Mais je prie assez peu, je ne vais pas au temple. Ça ne m'empêche pas d'aimer être protestante et d'avoir le plus grand respect pour toutes les religions possibles et imaginables. Évidemment, comme j'ai passé beaucoup de mon temps dans des pays musulmans, je connais très bien l'islam. J'ai un profond respect pour l'islam. Je connais le Coran. J'ai parlé à des islamistes, alors là, ça n'a rien à voir, mais donc à beaucoup de personnes qui connaissaient parfois moins bien le Coran que moi. Je pense à d'autres livres sur la France, notamment un qui s'appelle « Dans quelle France on vit ?», où j'ai enquêté sur des sœurs catholiques, extraordinaires sœurs catholiques, dans la ville d'Évreux, que j'ai découverte, et qui m'ont accueillie dans un quartier, le quartier de la Madeleine, où elles étaient encore à cette époque-là, qui est un quartier où il y a plutôt justement une population qui pratique la religion musulmane. Et j'ai écrit plusieurs pages sur ces sœurs catholiques. Donc, observer la façon dont chacun pratique sa religion, c'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup et qui est très présent dans mes livres. La foi orthodoxe aussi, quand je suis en Russie. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et je dois dire que je rencontre énormément de gens qui me parlent de leur foi sur tous mes terrains de guerre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même sur mes terrains qui ne sont pas de guerre, puisque je reviens sur la France. Ce livre, Dans quelle France on vit, que j'ai continué par un autre livre, le deuxième tome, qui s'appelle La France de face, j'ai été étonnée à quel point mes interlocutrices et mes interlocuteurs en France se mettaient d'eux-mêmes à me parler de leur foi. J'étais étonnée de l'importance de la religion dans notre pays. Et donc, je l'ai écrit, cela. Je l'ai raconté parce que je pense que c'est important, une fois de plus, de montrer ce qui se passe réellement dans notre pays. La guerre stimule-t-elle la foi ? Elle la renforce ? Justement, la peur de la finitude ? Peut-être, oui. Pas dans mon cas personnel, mais... non, je dois dire que pour moi qui passe mon temps dans des pays de guerre, des pays en guerre, où la religion est très présente, bien évidemment. Bon, elle est parfois instrumentalisée politiquement, bien sûr. Mais dans les pays qui ne sont pas en guerre, comme le nôtre, la France, la Russie, la religion est très présente et très importante, beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire, disons, en ne regardant que les médias dits dominants. La religion joue un rôle important dans la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Et chacun à sa façon. Je me rappelle d'une femme en France, où était-ce ? Était-ce à Lons-le-Saunier ? Mais qui me racontait son église à la maison, chez elle, où elle regroupait certaines personnes de façon assez régulière pour pouvoir ensemble justement prier, se poser des questions, etc., sans forcément aller à l'église. Voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui, du XXIe siècle. J'ai aussi écrit sur l'importance des écoles privées en France, sur le rôle... l'importance pour beaucoup de Français de mettre leurs enfants dans des écoles privées catholiques, même parfois des Français musulmans
qui choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles catholiques parce qu'ils veulent que leur enfant soit dans un environnement où la religion a son importance. Voilà, tout ça, pour la reporter que je suis, l'observatrice du réel que je suis, c'est important et doit être dit, doit être écrit sans jugement, c'est-à-dire uniquement de par l'observation. Pour moi, c'est l'observation qui importe. Ça Pour tombe moi, bien, Anne, je vous interromps. Je suis désolée. Pourquoi ? Parce que vous répétez à l'envi le mot que je vous propose, le deuxième, observation, justement. D'accord, je vous ouvre la porte. Observation. Observation, allez-y, bon, je vous en prie. Eh bien, observation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, observer, c'est montrer. Et montrer, ça n'est pas démontrer. Voilà. Moi, j'aime montrer et je n'aime pas démontrer. C'est-à-dire que... c'est ma définition, finalement, du reportage. Le reportage, c'est montrer. Mais ça paraît facile comme ça, sauf que montrer, pour montrer, il faut aller voir. Il faut aller voir, il faut se déplacer, il faut faire cet effort, qui pour moi n'est pas un effort, puisque c'est ce que j'aime faire. Et il faut observer. Et observer, c'est regarder, écouter, répondre à des questions. Parce que souvent, c'est moi qui pose les questions, bien sûr, puisque je suis la personne qui suis là pour poser des questions. La tierce personne, l'intruse, si je puis dire. Je suis là, je vais, je viens. Mais sur les terrains où je vais, que ce soit en guerre ou que ce soit en France, on me pose aussi beaucoup de questions. Et je pense qu'il y a donc une observation mutuelle. Est-ce difficile ? Et un respect mutuel. Un respect mutuel. Voilà. Est-ce difficile d'observer sans prendre parti ? C'est vrai que c'est la promesse de départ de votre livre et de... Mais je crois que c'est une promesse tenue, et c'est une promesse tenue sur tous mes livres. Et c'est ce que me disent tous mes lectrices et mes lecteurs. Mais n'est-ce pas difficile, néanmoins ? Et j'en ai beaucoup depuis longtemps qui me suivent, et qui me suivent justement parce que cette promesse est tenue. Non, pour moi, ça n'est pas difficile. N'est-ce pas un effort ? Oui, c'est un effort. C'est un effort, mais moi j'aime l'effort, donc c'est pas un problème. C'est un effort, mais c'est intéressant. C'est un effort dans le sens intéressant. C'est pas un effort dans le sens poids. C'est pas négatif. Voilà. Au contraire, c'est quelque chose qu'il me plaît de faire. Il est impossible pour moi d'aller sur le terrain et de prendre parti pour un côté ou pour un autre côté. C'est-à-dire que j'estime que ça n'est pas suffisant. Bien sûr, c'est faisable, mais ça n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Les médias occidentaux ont toujours, pour, j'allais dire, tradition, d'être du côté des gentils. Les gentils, c'est qui ? C'est nous. Hein. C'est toujours nous les gentils, c'est-à-dire nous les Occidentaux. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'aller aussi du côté des méchants, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans cette guerre, dans ce livre, La haine et le déni, passer de l'un à l'autre. Mais c'est ce que j'ai fait aussi en tant qu'occidental, en allant en Irak ou en Afghanistan. Et en passant beaucoup de temps dans la vie de ces populations locales. En Afghanistan, en Irak, il n'y avait pas d'hôtel, c'était en pleine guerre. J'étais donc obligée en quelque sorte de vivre chez l'habitant. Et alors que j'étais moi-même une occidentale dont les dirigeants, je suis une ressortissante occidentale aux yeux des gens qui m'accueillaient, dont les dirigeants politiques avaient pris parti pour faire tomber les bombes sur la tête de ceux qui m'accueillaient. Vous voyez, donc c'était pas forcément simple. Mais je le répète, je n'ai jamais été mal accueillie, ou si peu. J'ai de rares exemples, mais vraiment peu. Donc, je crois que c'est vraiment une question de respect mutuel. Je les respecte, ils me respectent. Ça, c'est très important. Et je pense que souvent, ce respect n'existe pas, ou il ne transparaît pas. Et donc, il n'y a pas d'échange possible. Tout le monde accepte que je les observe parce qu'il y a du respect. Comment fait-on quand même pour observer sans que les émotions s'en mêlent, puisque les émotions commandent ? Nous sommes tous humains ?
Oui, mais pas moi. Je suis désolée, Marie. Mes émotions, moi, je me contrôle, absolument. Et tout ce que je fais dans ma vie est un exemple de contrôle. Là, je me contrôle avec vous, je me contrôle à la télévision, je me contrôle quand je travaille, je me contrôle quand je suis en reportage, parce que ça me semble être la moindre des politesses. Voilà. La politesse, c'est quelque chose de très important. C'est justement d'essayer de se montrer à l'autre sous son meilleur jour, sous un jour de compréhension totale. C'est-à-dire que moi, je peux tout entendre, on peut tout me dire. Et je peux vous dire que j'en ai entendu dans ma vie. Hein. Parce que quand je me retrouvais en face d'un représentant de Daesh ou d'Al-Qaïda qui n'avait que mépris, voire plus négatif encore, pour la femme que je suis, occidentale, journaliste qui plus est, je peux vous dire que ça transparaissait pas dans le traitement, parce que j'ai toujours été bien traitée, je vous le dis, mais dans les questions, dans l'échange, et parfois souvent dans la volonté de certaines personnes de vouloir me convaincre. Et personne ne m'a jamais convaincue de rien, puisque je suis justement avec ce caractère de nature extrêmement observatrice, très ouverte certes, mais le fait est que je n'en pense pas moins, c'est-à-dire personne ne peut lire dans mes pensées. Mais c'est pour ça que je vous dis, je me contrôle pour pouvoir aussi poser les bonnes questions. Pourquoi je veux poser les bonnes questions ? Je veux poser les bonnes questions parce que je veux avoir des bonnes réponses. Parce que si j'ai pas de bonnes réponses, si je suis tout de suite dans le heurt, dans la dispute, eh bien qu'est-ce que je vais obtenir ? Journalistiquement parlant, j'aurai rien. Or moi, je veux obtenir le plus possible. Vous me facilitez un petit peu les transitions, en tout cas avec vos propos tout à l'heure. Le troisième mot, c'est le mot miroir. Miroir, c'est une expression que vous utilisez souvent, passer de l'autre côté du miroir. Oui, de cette façon-là. Comme Alice, mais justement, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, puisque miroir, c'est le reflet, et le miroir, c'est soi, le miroir, c'est la barrière, c'est l'autre, c'est l'humanité. Oui. Ça peut être encore au-delà. Oui. Non, je ne l'utilise pas très souvent, cette expression. C'est juste que dans ce livre, La haine et le déni, dans ma préface, je raconte que je passe, telle une Alice des temps modernes, de l'autre côté du miroir. Voilà. Parce que j'ai l'impression, effectivement, pour ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, comme pour tous les autres conflits que j'ai couverts, d'être comme une espèce de petite souris, voilà, qui ne se contente jamais d'un seul côté des choses, celui qu'on lui présente, celui qui est le plus présentable, celui qui va dans l'air du temps. Je vais de l'autre côté. Je cherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la complexité, l'effort, et j'aime le faire. Et tant que j'aimerais le faire, je continuerai à pratiquer le journalisme. Et personne ne me fera changer ma façon de faire dans le journalisme. Donc voilà la façon dont je conçois le miroir. Et peut-être est-ce aussi une façon de me regarder différemment, de l'autre avec un A majuscule. L'autre est celui qui est différent, peut être celui pour beaucoup qui fait peur. Moi, l'autre ne me fait pas peur. J'aime l'autre, dans toute sa différence. Vraiment, dans toute sa différence. Évidemment, je peux être agacée, évidemment, je peux avoir des moments où je me dis c'est insupportable ce que je suis en train de vivre, je ne suis pas du tout sur les mêmes valeurs que celles et ceux à qui je parle, etc. Oui, mais et alors ? Ça n'empêche en rien le fait que je prends plaisir à être chez eux, à leur parler, à essayer d'obtenir des réponses. Parce qu'il me semble que c'est ça l'utilité du journalisme, véritablement. C'est essayer justement d'inverser le regard. Voilà, en réaction à votre mot miroir. Inverser le regard. Et d'ailleurs, j'avais écrit un tout petit livre qui s'appelle « Islamistes, comment ils nous voient ». Mais c'était exactement ça, je l'ai fait avec les islamistes, mais je le fais avec tout le monde, c'est-à-dire... Pour moi, aller sur le terrain, c'est uniquement, avec toute l'empathie dont je suis capable, aller
me mettre à la place de l'autre, voilà, l'autre qui est différent de moi, l'autre qui ne vit pas comme moi, puisque après mes reportages, j'ai cette chance, c'est une chance, j'insiste, je le reconnais, qui est de revenir chez moi, dans mon pays, qui n'est pas en guerre, c'est un privilège. Moi-même, j'y vis de façon privilégiée, je le reconnais, mais ce sont des privilèges que j'ai acquis et qui n'étaient pas innés. Et donc tout cela, je trouve ça, pour moi, c'est absolument important, cette faculté d'inverser le regard pour se mettre à la place de l'autre, tout en n'étant pas l'autre. Voilà, je ne suis pas l'autre. Je suis une tierce personne qui vient voir, observer, et ensuite qui s'en va. Et s'en aller, vous savez, parfois c'est dur. C'est même parfois plus dur de partir que d'y aller. C'est-à-dire, en fait, ce qui est dur, c'est quand je pars et que je reviens ici en France, chez moi. Ça, c'est dur. C'est dur au moment où je reviens, parce que je me dis, j'ai l'impression d'être schizophrène absolue. C'est tellement, ce sont tellement des mondes différents. Et je me dis, mais comment vais-je faire pour trouver les mots? Comment vais-je faire pour dominer ce qui m'apparaît parfois comme un mur d'indifférence, comme un mur d'incompréhension entre tous ces mondes? Et moi, je suis le passeur. Voilà, je suis celle qui y va, qui est sur ce chemin de crête, qui essaye de comprendre. Alors, bien sûr que je ne saisis pas tout, c'est sûr. Je saisis ce que je peux, je saisis ce que je suis capable de saisir. Mais j'y mets toute ma force, toute mon énergie, toute ma détermination. Et de la détermination, j'en ai. Toute ma volonté pour essayer le plus possible de comprendre les situations complexes que j'ai en face de moi et les raconter, les expliquer, les interpréter, les passer à celles et ceux qui me lisent pour qu'ils puissent, sans y aller, sur tous ces terrains hostiles, sur tous ces terrains autres, comprendre ce que ces gens-là qui ne sont pas nous vivent. Et ensuite, mes lectrices et mes lecteurs peuvent se créer leur propre opinion. Vous voyez, je n'ai pas envie, Marie, de leur dicter ce qu'il faut penser. En revanche, j'ai envie de les nourrir du mieux que je peux, avec ce miroir, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient le plus proche possible de la réalité. Mais la réalité, elle est plurielle, elle est complexe. Chacun a la sienne. Chacun a la sienne. Vous les nourrissez aussi beaucoup avec ce quatrième mot qui va résonner chez vous, avec la dusha. Dusha ? Dusha, l'âme. C'est le L'âme. mot russe. L'âme russe. Le mot russe, oui, pour dire âme. Il y a quand même la Russie qui vous irrigue. Votre père universitaire, Georges Niva, est un spécialiste de la Russie. Mon père et ma mère, je vous arrête tout de suite parce justement, que j'avais pas fini. Voilà. J'avais pas fini. Et votre mère, qui était professeure agrégée de russe, Voilà. Lucille Jonac. Donc c'est vrai que vous êtes donc russophone, entre autres, puisque je crois que Bien vous parlez sûr. 6-7 langues. Oui, oui. Mais vous avez toujours baigné dans cette Russie. Oui, non, mais j'ai Et pas dans baigné... cette âme russe, Oui, mais mine de rien. Pas tout à fait, parce que l'âme russe, c'est vraiment un stéréotype. Et je n'aime pas les stéréotypes. En revanche, ce que j'aime, c'est ces souvenirs que j'ai, petite fille, de mes deux parents, chacun dans leur bureau, cherchant le bon mot, quand ils étaient l'un comme l'autre en train de traduire de la littérature russe. Voilà, ça c'est depuis que je suis toute petite, j'ai cette image-là en tête de l'effort de mes parents qui étaient tous les deux professeurs. Mon père à l'université des lettres de Genève, de civilisation et de langue russe, et ma mère agrégée de russe, vous l'avez dit, professeure de langue russe en collège et lycée, c'est-à-dire que quoique agrégée, elle a toujours voulu enseigner à des jeunes élèves, et j'ai été son élève, bien évidemment, puisque je n'avais pas le choix. Dans ce collège-lycée de Haute-Savoie, à Annemasse, il n'y avait qu'une professeure de russe, c'était ma mère. Donc je l'ai eue de la 4e à la terminale, puisque j'ai fait russe deuxième langue. Et donc, ils
ils se parlaient russe entre eux quand ils ne voulaient pas que moi et mon frère on comprenne ce qu'ils disent. Il y avait des dissidents russes que mon père invitait à l'université de Genève et qui ensuite venaient dîner à la maison. Je me souviens que les préparatifs de ma mère pour préparer à faire à dîner à tout le monde. Donc tout ça était évidemment pour la petite fille que j'étais très mystérieux, très attirant. Et j'ai quitté la maison parentale très tôt, parce que j'ai eu mon bac avant 16 ans, juste avant 16 ans. Et donc, ensuite, je suis montée à Paris pour faire mes études supérieures. Donc, tous ces souvenirs-là, c'est de 10 ans à 15, 16 ans. Et vous saviez on baignait dans cette culture russe, complètement dans cette culture russe, absolument. Et là, c'était l'époque de tout ça a été le début du renouveau de la Russie post-soviétique démocratique. Tout ce qui n'est plus là aujourd'hui, en tout cas politiquement parlant. Alors, est-ce que c'est pour prendre le contre-pied de vos parents universitaires, érudits, que vous vous êtes dit « moi, je vais partir sur le terrain » Je suis pas sûre. La Russie, d'accord, mais sur le terrain. Oui. Non, c'est vrai que j'aurais pu ne pas prendre le contre-pied. Ça aurait voulu dire devenir professeur, comme eux. Mais parce que vous êtes docteur aussi en sciences politiques. Oui, mais je suis aussi professeur, puisque j'enseigne depuis 15 ans à l'université de Neuchâtel. Donc, j'ai toujours... Ma carrière de journaliste que je mène de façon indépendante, c'est-à-dire sans appartenir à une seule rédaction, je la conçois comme une façon finalement de prolonger le travail de mes parents. Mes parents ont été sur le terrain aussi comme jeunes avant de se connaître l'un l'autre, et là c'était l'URSS bien sûr. Mon père s'est d'ailleurs fait expulser du RSS à un moment donné de sa vie avant d'avoir le droit d'y retourner. C'était dans ses années estudiantines où il était jeune élève à l'école normale supérieure. Et non, le terrain est arrivé comme une espèce d'évidence. Maintenant que vous me posez la question, je me souviens d'un moment où il y avait eu un déjeuner au restaurant, mes deux parents et mon frère et moi, et mon père nous avait demandé quel métier on voudrait faire plus tard. Je pense que je devais avoir 14 ans et mon frère 12. Et j'ai dit, je sais pas, et mon père... m'a dit, en tout cas c'est le souvenir que j'ai, peut-être que j'ai réécrit l'histoire depuis, mais j'ai le souvenir que mon père m'avait dit, mais Anne, toi peut-être que tu pourrais devenir journaliste, ça t'intéresserait? Et je lui ai dit, mais c'est quoi journaliste exactement? Et il m'avait dit, mais journaliste c'est très intéressant parce que c'est écrire des histoires, mais des histoires vraies. Et là je dois dire que effectivement c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire être face à la réalité. Et c'est l'histoire en direct. Oui, complètement. Voilà. L'histoire ultra-contemporaine, c'est ça. Ultra-contemporaine. C'est ça. Le mot, c'est doucha, c'est l'âme. Oui. L'âme, ça fait évidemment penser à l'âme éternelle, immortelle, chrétienne. Quel est votre rapport à cette âme, à Dieu? Vous n'étiez pas pratiquante, effectivement, mais... Non, et je ne suis pas pratiquante. Votre rapport à cette âme, pas seulement russe, l'âme en général. Que vous dire, je pense que c'est quelque chose que chacun a en soi et doit garder pour soi. Donc je vous ai donné un exemple qui était celui où j'ai prié sous des bombes et je crois que c'est suffisant. Et les âmes sœurs, vous y croyez? Que voulez-vous dire? Je ne sais pas, j'essaye de broder un peu sur le mot âme. Oui, mais le mot âme, non, on peut dire les âmes mortes aussi, de Gogol, les âmes sœurs. Non, l'âme est en chacun de nous, l'âme est importante, mais je ne peux pas vous en dire plus. Pas de réflexion sur l'immortalité de cette âme? Non, je sais que vous voulez m'y emmener, mais moi, personne ne me fait aller où je n'ai pas envie d'aller, ma chère Marie. Absolument. Et donc, je n'y vais pas. Vous n'y allez pas? Non. C'est vous qui avez choisi ce mot, c'est pas moi. Et je pense que je vous ai répondu sur à peu près pas mal de choses quand même, dans les précédents mots qui pouvaient nourrir aussi celui-là. Absolument. On arrive au terme de cette interview
en aparté, sans, D'accord. sans se voir. Je reviens auprès de vous pour la Avec plaisir. conclusion, chère Anniva, à tout de suite. Anne, je suis de retour en face de vous. Alors, C'est bien. oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus touché que d'autres ou pas Non, particulièrement? vous savez, moi, mon métier, c'est de jouer avec les mots. Donc, Ouais. les mots, ça peut être très naturel ou très artificiel, mais je pense que celui de l'observation était bien. C'est Voilà. celui qui vous correspond le plus, Oui, observatrice, oui. observatrice? Les gens aujourd'hui n'observent plus rien. Mais moi, je les observe. Les gens. Il faut les observer. Il faut continuer à s'observer les uns les autres, se regarder, ne pas avoir peur du regard de l'autre, échanger, se questionner, répondre, faire du ping-pong verbal, etc. Observer et partager. Oui, exactement. C'est capital. Vous qui êtes effectivement une observatrice, est-ce que c'est pas plus difficile, Normalement, tous les journalistes le sont, hein, observateurs. justement, je parle aussi en mon nom, Oui, oui, non, mais je ne parlais pas de vous, Marie, je parlais de tous les journalistes. journaliste, justement, Voilà. je vais essayer de poser ma question. En tant qu'observatrice et journaliste, est-ce que c'est pas plus difficile, je pense au miroir, mot que j'ai évoqué, d'interroger un journaliste? D'interroger un journaliste. Quand moi j'interroge un journaliste, Oui, je vous mais pose ça la m'arrive question. rarement. Hein. Voilà, c'est mon cas, Oui, exactement. le miroir. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est une question. Est-ce que c'est difficile, plus compliqué d'interviewer un journaliste? Mais peut-être que ça n'a pas été votre cas. J'ai rarement interviewé des journalistes. Non. Je vous confirme que c'est plus compliqué. Oui, ben voilà, ça doit sans doute l'être. Ça doit vous l'être. vous en rendez compte? Oui, peut-être. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est vous qui me le dites, parce que c'est vous qui êtes en train de m'interviewer là, c'est pas l'inverse. Hein. Oui. Moi, si vous voulez, on peut changer les rôles et je vous interviewe alors. Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème, il faut le faire. Hein. Non, mais je me pose la question, pourquoi est-ce que ce serait plus difficile? Non, mais il n'y a pas de difficulté, en fait. L'interview, c'est quelque chose, pour moi, très naturel. Poser des questions, y répondre, c'est tout simplement s'intéresser à l'autre. Exactement, s'intéresser à l'autre. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous faites au quotidien? Tout le temps, même quand je n'interviewe pas. Hein. Il faut s'intéresser à l'autre, bien sûr. Vous repartez d'ailleurs bientôt sur des terrains de guerre? Écoutez, c'est comme quand j'ai eu un enfant, tout le monde, à peine mon fils était né, que tout le monde me disait quand est-ce qu'arrive le deuxième. Et là, c'est pareil. Je viens de sortir un livre, donc tout le monde me dit quand est-ce que tu vas. J'attends quelque temps. Je n'ai pas eu de deuxième enfant. Et pour Oui, mon votre livre, fils a 18 ans. On mon va fils peut-être a pas attendre 17 ans. 18 ans. Oui. Non, j'ai publié beaucoup de livres, mais pour le moment, je suis dans la satisfaction et le plaisir d'avoir un livre qui sort et je l'accompagne. Voilà. Bien sûr. Un livre, il faut vraiment l'accompagner. Donc, je parcours la France pour aller dans des librairies, pour rencontrer mes lecteurs, pour le signer. Et ça, c'est toujours un moment très important et très, très intéressant parce que les lecteurs sont comme une jauge de leurs questions. Les questions qu'ils me posent, je peux me rendre compte de ce qu'ils comprennent finalement de ce que je fais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne parle pas dans le vide. Les monologues, en fait, c'est vraiment nul, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est du dialogue. Mais ce n'est pas vous que je vais convaincre, vous êtes déjà convaincu. C'est vous qui le dites. Non, mais il me semble que vous êtes convaincu si vous êtes journaliste et que vous faites des interviews. Ce sont des dialogues. Ce sont des dialogues et c'est effectivement intéressant de recueillir la parole de l'autre, de l'interviewé. C'est ça. Vous évoquez votre fils. J'ai cru comprendre que vous étiez assez pudique sur votre vie, mais vous qui partez tout le temps, et on a parlé du mot risque, vous avez pris beaucoup de risques. Est-ce que ça n'a pas été difficile quand même de partir, de laisser votre fils, votre époux, votre famille, mais en particulier votre fils? Non, pas du tout. Jamais? Non, ça n'a pas été difficile. Même sous les Et bombes, mon vous fils- vous êtes dit... Ah, Non, mais je sais que vous cherchez à ah me le non, faire non, dire. pas spécialement. Mais ça n'est pas mon cas, Marie. D'accord. Donc, mon fils a 17 ans, il est bien dans sa peau, il est super content d'avoir une maman qui est également bien dans sa peau, qui est contente de faire son métier. Et tout se passe très bien, donc je ne vais pas vous dire non, des non. choses négatives. Il n'y a rien à dire de négatif. Je pense que ce qui est important Je ne dans la cherche pas vie... à avoir du Non, mais négatif ce du qui est tout. important- J'essaie de comprendre Ce qui est les important dans la sentiments. vie, c'est d'avoir justement des personnes qui sont bien dans ce qu'elles font. Absolument. Donc voilà. Donc moi, ce métier a une image, une connotation négative. Eh bien, il se trouve que pour moi-même, il n'y a rien eu de négatif.
Donc je ne peux pas vous inventer des choses négatives, il n'y en a pas. Je Vous n'ai êtes un eu bel que exemple, du hein. plaisir C'est vrai. à faire ce métier. Et vous le partagez? Et c'est peut-être pas le cas des autres, mais peu m'importe les autres. Si vous voulez, moi, ce qui m'importe, c'est mon cas. Je ne peux pas vous dire pour rentrer dans le stéréotype Non, mais voilà, parce que le stéréotype, c'est quand même que la femme ça peut être reporter a raté sa vie, qu'elle non, a pas raté forcément, sa vie mais c'est privée, juste- qu'elle est masculine, etc. Ça n'est pas mon cas. Non, Voilà. j'essaie pas Non, de mais dire je vous quoi que ce taquine. soit, vraiment pas. Voilà. Ce Je sont dis des questions ça légitimes, avec- les je sentiments m'en qui peuvent... amuse parce oui. qu'effectivement, c'est un stéréotype que je croise tout le temps. Et Oui, donc, voilà. peut-être, mais... Mon fils passe son bac et tout va bien. Bon. Excusez-moi pour les quelques stéréotypes pas du finaux, mais bon, c'est une question, je crois, légitime en tant que femme, journaliste et encore plus, effectivement, reporter de guerre. Voilà, je vais sur le terrain et je continuerai à y aller. En tout cas, merci beaucoup, Aniva, Merci à pour vous. votre humilité, vos témoignages. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La haine et le déni, chez Flammarion, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. Très bonne soirée sur KTO.